Donc si ça part trop en live, vous me le dites, hein, je raccourcis. Hein, je m'appelle Ferdinand Richter, je suis responsable France d'Ecosia. Ecosia est un moteur de recherche, alternative à Google si on veut, qui investit ses bénéfices dans des projets de reforestation. Donc vous pouvez utiliser Ecosia au quotidien pour faire vos recherches, voilà, ça ne va pas changer grand chose à votre quotidien. Par contre, l'argent généré avec les annonces publicitaires est utilisé pour planter les arbres. Donc environ, c'est la moitié de l'argent qu'on gagne qui part dans les arbres. Là, on va bientôt avoir planté 50 millions d'arbres. C'est incroyable et on soutient des projets dans 19 projets maintenant, dans une quinzaine de pays dans le monde. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ont des emplois dans le monde grâce à ça. C'est des milliers d'hectares restaurés. C'est assez incroyable ce qui se passe. Donc, et c'est que le début. Donc cette année, on devrait planter 32 millions. Si ça continue, ça va s'accélérer. Et du coup, ça va aussi diversifier nos actions. Ça va être dans l'agriculture qui régénère les sols et dans l'éveil des consciences. Donc là, on est en contact avec des régisseurs, avec YouTube, bien sûr, pour vraiment montrer un autre monde. Montrer qu'il y a un monde qui va s'effondrer, mais il y a un autre qui est déjà là. C'est-à-dire que quand une feuille tombe en automne, elle meurt, elle se décompose, mais le bourgeon, il est déjà prêt à prendre voilà, juste après. Donc ça fait à peu près 2 ans et demi maintenant que je suis chez Ecosia. Avant ça, donc de formation, je suis psychologue du travail. Je suis venu en France parce que j'étais rugbyman professionnel. Et j'ai eu une vraie prise de conscience, plutôt c'est pas une prise de conscience, c'est déjà une souffrance que je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre monde. Donc j'ai tout arrêté, j'ai voyagé, j'ai cherché des solutions à un autre fonctionnement qui n'était pas basé sur l'exploitation, mais sur autre chose, et je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait être. Et c'est là où je suis tombé sur plusieurs approches très anciennes qui prennent compte de l'écosystème et de comment prendre soin de l'écosystème, et plus récentes c'est la permaculture. Et Ecosia, c'est un petit peu la finalité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai décidé de revenir, donc j'étais sur un projet de permaculture et j'ai failli rester dans mon jardin tranquille, en mode rébellion, laissez-moi tous tranquille. Et finalement j'ai dit il faut que je m'engage davantage parce que le monde a besoin qu'on fasse quelque chose. Et aujourd'hui donc c'est Ecosia, et notamment parce que j'applique les principes de la permaculture au management, à la communication, au marketing. Donc il y a vraiment une façon de repenser comment on agit, comment on est présent dans ce monde. Et Ecosia me donne la chance de vivre ça. Voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Alors permaculture, ça vient de Permanent Agriculture, en gros agriculture durable. Et ça a été fondé dans les années 70 par des Australiens qui ont regardé un petit peu ce qui se faisait dans l'agriculture classique, très industrialisée on va dire, et qui voyaient qu'il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnaient parce que les sols s'appauvrissaient et qu'il y avait besoin de beaucoup d'entrants, donc de pétrole, d'énergie pour produire très peu finalement. Et c'est un petit peu à l'image de beaucoup de startups où il y a besoin de beaucoup de financement et finalement il n'y a pas grand chose qui pousse. Donc on a ce fonctionnement en tête. Et ils ont dit qu'il doit y avoir une autre façon, et donc c'est à la base d'une agriculture basée, le cœur c'est de prendre soin de l'écosystème. Comment on agit quand on prend soin et pas on exploite. On ne parle pas d'exploitation agricole, mais on parle de prendre soin. Et autour de ça, il y a vraiment une éthique qui s'est construite avec des techniques où on s'inspire beaucoup de la nature, on observe avant d'agir. Donc moi je dis toujours, c'est que beaucoup d'étudiants disent on veut avoir un impact. Moi j'attends les étudiants qui disent on veut avoir un impact le plus petit possible, parce que c'est ça la solution aujourd'hui dans notre monde. Et c'est très paradoxal avec ce que nous on aimerait faire dans ce monde. Donc la permaculture c'est à la base ça une approche d'agriculture on va dire, ou de prendre soin des écosystèmes et de vivre en harmonie avec ces écosystèmes. Et une des approches clés qu'on retrouve chez Ecosia, c'est de partager l'abondance. Donc notre façon classique de faire, c'est que vous avez un espace et vous allez utiliser, vous avez 20 pommes qui poussent, vous allez prendre les 20 pommes et vous allez prendre pour vous et maximiser les profits. Sauf que à la base de ces pommes, il y a beaucoup de gens qui vivent, donc les oiseaux, voilà.
et qu'on part du principe de dire ok, moi j'ai besoin de 5 pommes pour vivre, mais j'ai pas besoin de prendre tout et d'amasser des profits et de plus savoir quoi en faire en fait. Et Ecosia c'est basé sur ce principe, ça veut dire Ecosia génère des profits, notamment à cause du moteur de recherche avec des annonces, avec des publicités. Et aujourd'hui, donc pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui c'est un chiffre d'affaires qui est à peu près 1 million d'euros par mois. Et il y a la moitié qu'on n'a pas besoin. Ça veut dire les salaires sont payés, tout est là. Donc voilà, moi j'ai un salaire comme dans une entreprise classique. Oui, je ne gagne pas des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais je vis correctement avec. Et tout ce qu'on n'a pas besoin, l'abondance qu'on crée, le surplus, on le donne. Comme la nature qui laisse tomber les pommes et après, y a tout un écosystème qui vit avec ça. Et ça, c'est vraiment un principe clé qui, d'après moi, a besoin qu'on l'intègre dans beaucoup d'entreprises. C'est qu'on n'est pas juste des personnes qui prennent, parce qu'on voit aujourd'hui que les écosystèmes ils sont vides. Et bientôt, ça va être encore plus puissant. Mais ça s'applique aussi aux êtres humains, c'est-à-dire beaucoup de boîtes, peut-être que vous connaissez, on parle de burn-out, de dépression, d'épuisement au travail. C'est parce qu'on est, sans même le vouloir, dans un système qui utilise. Et aujourd'hui, changer ça et de se dire, et si on changeait ça et qu'on prenait soin, et si l'entreprise était un moyen pour soutenir les individus à se réaliser. Et voilà, c'est tout bête, hein, mais ça fait d'après moi toute la différence. Psychologue du travail, c'est ce que je suis, en fait, si on regarde les diplômes. Donc c'est psychologie des organisations et du travail, pour être exact. Après, j'ai fait une formation de coach en entreprise et le mélange avec le sport professionnel. Donc moi, c'est vraiment ça. J'étais rugbyman et c'était une partie avant de ma carrière. Le mix entre tout ça et donner le coaching en entreprise et l'accompagnement de leadership, management, gestion des équipes. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait avant. Avant ça, il y a aussi des choses que j'ai essayé, que j'ai arrêtées. Donc j'ai fait d'abord des études en ingénieur du bâtiment, parce que j'aimais bien. Après, avant ça, j'avais le service militaire qui était obligatoire chez moi, donc c'était les chasseurs alpins. Voilà, donc j'ai pas mal expérimenté et donc ça c'est vraiment le parcours voilà, que j'ai eu. J'avais une entreprise de coaching avec des coachs, des formateurs voilà, dans les grands groupes. Et c'est là où j'ai vraiment eu un moment de doute, où j'ai craqué, où je dis j'en peux plus, sans forcément savoir pourquoi. Et je me suis vraiment questionné sur le sens de tout ça, quoi. Ouais. Et après, j'ai vraiment essayé, alors j'ai notamment une compagne qui m'a beaucoup aidé à ça, c'est au-delà de changer le monde, c'est déjà commencer par changer moi-même. C'est que moi-même, je sentais qu'il y a des choses qui allaient pas au fond de moi-même. Donc de faire un gros travail, un gros développement personnel. Vraiment regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde, avant de le juger, de m'y intéresser. Donc ça allait loin, hein, c'est spiritualité, chamanisme, vraiment plein d'approches qui existent depuis des millénaires et que nous on juge trop facilement sans se dire peut-être qu'il y a des choses qu'on peut apprendre. Et donc ça m'a beaucoup inspiré sur une autre vision du monde. Et voilà comment après j'ai construit cette idée de cette sensibilité écologique, mais aussi une écologie intérieure, c'est-à-dire vraiment de comment on change les relations qu'on a entre nous, parce qu'il y a beaucoup de relations qui ne me conviennent pas. Et que, voilà, même si on sourit tous, même aussi avec les réseaux sociaux et tout ça, il y a aussi vraiment une discordance entre ce qu'on montre et ce qu'on est. Et qu'en tout cas, moi je voulais pas le reste de ma vie être malheureux avec qui j'étais ou avec les relations que j'avais, et que du coup je me suis dit faut que j'aille au bout de ça, faut que j'aille explorer qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux en fait, hein. C'est aussi bête que ça finalement. Donc, et aussi d'accepter, de regarder en face que si je le suis pas, de ne pas le fuir en fait, de ne pas se réfugier dans je sais pas quoi. Non, d'avoir le courage de se regarder en face et de dire non, il y a quelque chose qui ne va pas, allez, au boulot. Et le boulot c'est dur, hein, c'est pas juste rigolo. Hein, mais au final, c'est là où on se transforme vraiment. C'est pas moi qui ai cherché, c'est que pour moi, parce que j'ai fait ce cheminement intérieur,
qu'à un moment donné, la vie m'a proposé Ecosia et que ça collait mais parfaitement. Ils cherchaient, c'est une boîte allemande engagée dans l'écologie qui cherchait un responsable France. Je veux dire, moi j'ai grandi en Allemagne, en France, sensible à l'écologie, je veux dire, c'était juste, ça collait. Donc, et j'aurais jamais pu le deviner. Si vous m'avez dit il y a 3 ans, tu vas travailler en tant que responsable France dans un moteur de recherche qui plante des arbres, je l'ai dit. Voilà, donc c'est ça la beauté de la vie en fait, quand on lâche prise un petit peu sur tout ce que notre éducation, les écoles, les profs disent que vous devez être et que vous autorisez un moment de doute. Vous dites non, je ne sais pas, ou j'ai besoin d'explorer, ou ça ne me va pas. Et que vous preniez un petit peu de temps à voir qu'est-ce qui est vraiment important, de sortir de sa bulle un petit peu, Paris, mais aussi aller voir un petit peu ce qui se passe vraiment, et après se dire, même si on me dit que c'est ça que je devrais faire, ouais, mais au fond je sens que c'est pas juste, et que je prends le risque d'aller prendre un autre chemin. C'était motivé par un voyage intérieur, donc c'est des expériences que je suis allé faire dans différents pays. Donc c'était pas un voyage touristique. Moi je déconseille le voyage touristique, ça sert à rien. C'est juste reproduire ce qu'on a ici quelque part. C'est que tu veux voyager, prends ton sac à dos. Voilà, fais pas forcément direct une mission. Des gens qui ont besoin d'aide, il y en a partout. Tu n'as pas besoin de faire une mission humanitaire pour aider les gens. C'est bien de faire des missions humanitaires, et tant mieux si vous trouvez. Mais il faut tout simplement prendre votre sac à dos, partir à la découverte, donc pas en faisant n'importe quoi, parce qu'il y a des pays aussi où il faut faire un peu attention, et juste être ouvert aux gens, quoi. Et y aller seul aussi, ça pour moi ça a vraiment changé quelque chose, c'est-à-dire quand vous êtes seul, vous êtes obligé d'être au contact des gens, et vous allez voir la vie, il y a des rencontres qui vont se passer, vous allez peut-être aider quelqu'un dans un café qui pour X raison a besoin de quelqu'un qui, j'en sais rien. Ouais. Coup, et c'est là qu'il y a de belles choses qui se passent. Ouais. Vous vous êtes dit, je vais partir de France et pour me redécouvrir moi-même et pour rencontrer des gens et découvrir de nouvelles cultures. Et donc vous avez juste pris votre sac à dos, un billet d'avion aller et vous êtes parti. Et vous aviez quel âge? J'étais pas si jeune que ça, hein, parce que j'avais déjà travaillé, donc c'était 27, 28. Ouais, mais vous savez, vous allez travailler, oui, moi aussi d'ailleurs, pendant quoi, 40 ans, 50 ans, on va vivre jusqu'à je sais quel âge. En France, à 22 ans, on a son diplôme de certains. Je veux dire, on n'a même pas commencé à se demander vraiment qu'est-ce qu'on fout ici, quoi. Ouais, donc, même si on commence à 30 ans, c'est tellement jeune, je veux dire, vous n'avez pas besoin d'avoir réussi votre vie. Moi j'ai tenté ça et il y avait un vrai moment de doute parce que c'est comme si j'étais arrivé à 30 ans, j'avais fait plein de trucs, mais au final je me suis jamais posé les bonnes questions. Donc c'est le mot qu'on met dessus. Moi j'ai eu un vrai moment de down, quoi, donc dépressif beaucoup, mais c'était extraordinaire. Parce que pour la première fois, je m'autorisais à dire que non, c'est pas ça que je veux. Et pour être honnête, ce que moi j'ai vu dans notre culture ici, il y a plein de choses qui sont belles. Moi j'avais un dégoût profond de ce qui se passait dans certaines entreprises. Et que je suis parti parce que j'en pouvais plus. C'est pas parce que... voilà, c'est que j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de me couper avec ça, de ne pas être dans un environnement où il y a des attentes de performance tout le temps, où... voilà, j'ai besoin de vivre un peu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, moi, certains voyages, notamment, par exemple, je suis parti au Mexique, je suis allé dans les montagnes pendant 3 semaines, j'ai rien fait. Je me suis assis sur un banc, j'ai regardé les montagnes, j'ai rencontré des gens, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire le lendemain. Je veux dire, on est dans des écosystèmes, notamment avec les universités, où tout est tellement prévu, tellement calé, et c'est d'une certaine façon c'est chouette. Si vous savez ce que vous voulez faire, go, j'ai pas envie d'empêcher personne, mais vivez, quoi, vous prenez le temps de vivre, quoi. C'est comme dans les entreprises où on enchaîne les réunions et tout ça, on n'a même plus le temps de rentrer en relation avec l'autre, parce qu'en plus on est comme ça maintenant, et ça m'a manqué profondément, c'est-à-dire cette connexion à moi-même et à la vie, aux gens. Et les voyages m'ont permis de faire ça.
Mais on n'a pas besoin d'aller loin, hein. Ça peut démarrer ici. Allez aider ici, vous allez sur une ferme, ou vous allez faire sur un projet de construction participatif, ou j'en sais rien. Il y a plein de choses à faire, hein, qui peuvent vous permettre de sortir un petit peu, faites quelque chose de complètement différent. Voilà. Moi, le Mexique, ça me faisait peur, mais vous imaginez même pas. C'était un des pays qui me faisait le plus peur. C'est pour ça que j'y suis allé. Alors c'est intéressant que tu dises, alors karma, ça dépend le mot qu'on met dessus, mais pour moi, on peut le voir à différents niveaux. Très concrètement, aujourd'hui, notamment la physique quantique, vous montre que tout est énergie. Et que donc il y a des interactions énergétiques qui sont présentes. C'est-à-dire que même il y a un rayonnement de chacun. Après, certains vont appeler ça aura, mais il y a une réalité physique derrière qu'on est en train de découvrir. Voilà. Donc il y a un côté spirituel avec un côté physique très terre-à-terre qui sont en train de se relier. Donc c'est plus juste des trucs perchés, mais il y a une réalité par rapport à ça. Moi je sais que le choix que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me battre contre moi-même. Et permaculture, c'est exactement ça, c'est travailler avec la nature et pas contre. C'est-à-dire, la seule chose, d'après moi, qu'on peut faire, c'est de refuser la vie. C'est-à-dire, on se bat contre ça, on se bat contre les opportunités qui se présentent, parce qu'on aimerait ça, ou nos parents veulent qu'on fasse ça, ou bien, pour être reconnu dans la société, il faudrait faire ça. Voilà. Il faudrait faire, alors je vais peut-être pas me faire que des amis, mais avoir le diplôme de telle école avec au moins 2 missions humanitaires dans tel pays, avec un engagement dans une asso, voilà. Ok, oui, ça peut être très bien. Là, je parle très recrutement Ecosia, tous les mêmes. C'est-à-dire tout le monde l'a fait, ou beaucoup. Ouais, et c'est pas ça. Pour moi, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous ayez peut-être même complètement planté, mais que ça vous a permis d'être plus en cohérence avec qui vous êtes. Parce que c'est là que je peux entièrement faire confiance à ce que vous allez faire. Et d'après moi, c'est ça, le karma, pour moi, il y a ça. Il y a une facilité que quand d'un coup on switch et on travaille avec sa nature, les choses se présentent et deviennent beaucoup plus simples. Et ça, c'est pas une croyance, pour moi, c'est une réalité de ce qui se passe. Ouais, très concrète, je peux parler marketing et communication. Ecosia, aujourd'hui, une toute petite boîte de 40 personnes, a travaillé avec parmi les plus grands influenceurs YouTube de France. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que ça s'est présenté comme ça. Ouais, et j'ai juste choisi le chemin, il y a eu une vague, je l'ai surfé au lieu de construire des murs pour ne pas la prendre dans la figure. Vous avez travaillé en harmonie avec l'énergie qui vous entourait. Voilà, exactement. Et ça, c'est mon guide en fait. Ça, c'est mon leitmotiv au jour le jour. C'est ça. C'est de sentir, est-ce que je me sens juste sur le chemin où je suis? Est-ce que j'en dévie? Si je dévie, est-ce que c'est un choix que je peux faire? Parce qu'on n'a pas besoin de rester sur le chemin tout le temps. On peut faire ce qu'on veut. Mais du coup, c'est surprenant parce que par moment, vous pouvez, par exemple, si vous faites un plan stratégique, un plan com, on va vous dire, voilà les 200 acteurs principaux qu'il faut contacter, vous allez envoyer un mail à chacun d'eux, et voilà. Ouais. Mais imaginez toute l'énergie que vous mettez dans tout ça qui au final n'aboutit à rien. Ouais. Parce qu'il y en a 90% qui ne vont pas répondre, voilà. Par contre, si vous savez pas pourquoi, mais vous parlez à la caissière quand vous faites vos courses et ça se passe bien, et vous lui racontez ce que vous faites, elle a dit « Ah, mais j'ai un ami, vous devriez le rencontrer, vous donnez-moi votre carte. » Elle vous met en contact avec je sais pas qui est le PDG de je sais pas quoi. Vous ne pouvez pas le prévoir. Ouais. Mais c'est surprenant ce qui se passe quand vous vous autorisez ça. Et du coup, vous êtes amené à travailler, à innover tout le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des stages de créativité. C'est tout le temps innovant parce que la nature, elle innove tout le temps, elle s'adapte. Et que c'est surprenant. Vous faites des projets qui ne sont pas forcément reproductibles. Donc moi, j'ai que des projets qui sont difficiles à reproduire parce que c'est des choses uniques, mais qui du coup sont toujours beaucoup plus innovants que ce que j'aurais pu prévoir avec ma tête uniquement. Voilà. Après, il ne faut pas oublier le côté entreprise aussi, où il y a le budget, voilà,
ça fait partie du deal aussi, hein. C'est pas juste du truc. Alors, beaucoup de choses. Donc je dirais, ça évolue un petit peu, mais il y a vraiment tout ce qui englobe la relation avec les utilisateurs. Donc à la fois je peux répondre à des commentaires Facebook, jusqu'à développer des partenariats, trouver des personnes qui veulent s'engager. La priorité forcément c'est de faire connaître Ecosia. Voilà. Mais pour moi c'est aussi un moyen pour se dire que je vais rencontrer des gens qui sont engagés. Et je vais me poser la question de comment Ecosia se peut mettre au service de ces personnes. C'est-à-dire ça peut être des associations. Et je fais confiance que si moi j'essaye de soutenir ça, voilà, ça va être win-win. Voilà. Donc c'est voilà, forcément être aussi dans la presse, le côté média. Ça peut être donner des interviews, comme ici par exemple. C'est aussi tout simplement être dans la stratégie de marque, c'est-à-dire vers où on va avec tout ça. Ça peut être trouver des projets qui sont carrément liés. Là on est sur des projets d'agriculture, donc réfléchir à comment on s'implique davantage en France pour faire avancer les choses. Forcément il y a le lien aussi avec Ecosia Général, donc c'est des réunions de marketing, de visibilité. Ça peut être la création de contenu, donc on est beaucoup sur des vidéos, sur du contenu YouTube, Facebook, donc il y a des idées, voilà. Là on a une équipe qui monte les vidéos, mais ça peut être des idées à avoir. Et il y a aussi des moments justement de toujours être, en fait c'est un mix, et c'est peut-être ça qui décrit le mieux et d'après moi que je conseille à tout le monde, c'est à la fois être dans le truc le plus basique, se dire que moi, beaucoup d'entreprises vont externaliser par exemple le soutien client, ouais, ou vont dire on va automatiser. Et je sais que chez Ecosia en partie c'est automatisé, et je me bats contre ça. Parce que je trouve ça hyper important de savoir faire la vaisselle. Si tu tiens un resto, il faut que tu saches ce que c'est, parce que ça fait partie de ton truc. Et une assiette sale, je peux te dire, ça te casse ton resto. Hein. Une, ça va encore, deux, trois, c'est mort, quoi. Les gens, ils ne reviennent pas. Donc, il n'y a rien de plus proche que la fourchette que ton client il a en main. Ouais. Et pour nous, c'est un petit peu ça, c'est vraiment les retours qu'on a, les échanges qu'on a. Donc il y a à la fois ça, et à la fois d'avoir une vision très long terme, macro, où tu es sur des gros partenariats avec des grosses entreprises, par exemple, avec des budgets beaucoup plus conséquents, avec des gros youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, sur une vision de vers où on va avec Ecosia. Et donc c'est vraiment, j'essaie en tout cas au max, et c'est très très dur parce que ça demande un grand écart qui n'est pas toujours facile à tenir. Ouais, parce que c'est beaucoup plus simple de rester dans l'un et l'autre, au moins on ne se prend pas la tête, mais de switcher entre les deux, c'est d'après moi un des secrets d'entrepreneurs qui réussissent. C'est-à-dire qui ont vraiment cette capacité à la fois de jouer dans la terre et de savoir mettre les mains dans la terre et planter des graines, et à la fois prendre du recul et planifier un jardin de plusieurs hectares. Très bonne question, parce que ça va arriver vite. Peut-être pas aussi vite que l'on croyait, mais ça va arriver. Notamment la voix. Donc la voix va prendre pas mal d'importance. Il y a plus une veille qu'on fait, parce que c'est pas encore assez mûr pour savoir vers où ça va. On n'a aujourd'hui pas la volonté, pas les moyens d'être les précurseurs là-dedans. Donc on n'aura jamais les moyens de Google, et ça ne sert à rien de vouloir avec 5 ingénieurs révolutionner le monde alors qu'ils en ont... Voilà. Donc on observe, et ça va être d'après moi plus des partenariats à un moment clé pour ne pas louper l'évolution de tout ça. Le pire qui puisse arriver, c'est que les moteurs de recherche traditionnels, on n'en a plus besoin, parce que tout passe par la voix. C'est une option hein, qu'on envisage. Mais c'est encore un tout petit peu tôt pour pouvoir dire exactement vers où ça va. Donc je dirais les innovations proches, c'est plus ouais, tu parlais d'Amazon, tu vois. Par exemple, avec des partenariats, par exemple, si au lieu de passer par Amazon, tu achètes en passant par Ecosia, ben, tu plantes encore plus d'arbres. Voilà, on est vraiment plus dans l'optimisation d'Ecosia comme c'est aujourd'hui, que dans la vraie innovation
c'est pas notre cœur de métier et je crois qu'on se planterait un petit peu de combat. On se planterait dans tous les cas. C'est pas mal de se planter de temps en temps, mais là pour le coup. Ouais. Alors on est bientôt 40, donc ça a doublé en 2 ans là, donc une sacrée croissance. La majorité c'est du développeur, donc tout ce qui est tech est très diversifié, hein, donc ça va des applications iPhone, Android, et après tout ce qu'il faut pour entretenir un site qui est quand même très complexe derrière. Donc c'est simple pour nous, mais il y a une complexité derrière avec un site qui doit être 24 heures sur 24 opérationnel à la seconde près. Et que c'est très unique comme service en fait. Donc il y a ça. Il y a le deuxième axe qui est les armes. Donc là maintenant on va bientôt avoir 2,5 personnes qui vont gérer, regarder quels projets soutenir, améliorer les projets existants, les partenariats avec les associations. Donc ils sont vraiment là-dessus. On a une personne qui a démarré, pas à plein temps encore, mais sur tout ce qui est agriculture. Donc là on est en train de mettre en place notamment par exemple un jardin forestier proche des bureaux pour pouvoir produire nous-mêmes la nourriture qu'on consomme au bureau. Donc voilà, c'est juste on expérimente un petit peu pour voir où ça va. Il y a l'autre grande partie, c'est la communication. Donc c'est vraiment aujourd'hui, d'après nous, l'entreprise de demain, notamment avec les réseaux et Internet, a grand intérêt à se considérer comme un média et non pas comme faire de la pub classique. Parce que notre génération, on a tellement ras-le-bol des pubs qui disent « Regarde comme il est bien, voilà, s'en fout. » Voilà. Par contre, d'avoir un contenu de qualité où tu apprends quelque chose, de repenser un petit peu comment communiquer d'une entreprise, de parler plus de la cause aussi, que la vidéo ait un vrai intérêt, ça peut être un intérêt humoristique, mais qui n'est pas juste dans une pub traditionnelle. Ça c'est extrêmement important. Donc on a vraiment une équipe qui est sur la création de contenu vidéo, tous les réseaux sociaux, qui aussi vont régulièrement sur les projets pour interviewer les personnes, donc vraiment sur diffuser le message. Il y a donc mon rôle qui est un petit peu lié à ça, donc je fais partie de l'équipe com, mais en même temps c'est un rôle un peu particulier parce que aujourd'hui il y a alors les États-Unis, il y avait Angleterre, ça a un petit peu changé, mais on n'est que 3 pays où on a quelqu'un à 100% pour ce pays, parce que c'est les plus grands marchés. Donc l'Allemagne, la France, États-Unis c'est en train de venir et UK. Donc on n'est pas trop impliqué dans la création de contenu, mais on est vraiment spécifique au développement et d'Ecosia dans chaque pays. Donc, mais ça fait partie de la com. Et après, comme dans toute entreprise, hein, il y a ceux qui sont plus dans le management, donc les fameux CFO, CEO, CMO, donc marketing, voilà, finance, ouais, qui gèrent vraiment globalement les projets, quoi. Si, ça change. Après, tout n'est pas parfait chez Ecosia. Hein. On retrouve en partie les mêmes dysfonctionnements qu'on peut voir dans les grands groupes parce que ça fait partie de l'être humain en fait. C'est pas lié à la taille, c'est même pas lié à la mission, c'est les êtres humains. Après, oui, on a quand même la question du sens, elle se pose pas. De pourquoi on est là, elle se pose pas. Même si tu passes ta journée devant l'ordi, ben, tu dis ouais, mais bon, je sais pourquoi je le fais. Et après, il y a une volonté quand même de vraiment avoir une certaine proximité. Voilà, on a 2 jours. Alors, moi, encore une fois, c'est particulier parce que je suis en France, mais en interne, il y a mardi et jeudi, c'est en home office, donc on n'a pas besoin d'être au bureau. Tous les mercredis matin, il y a un brunch avec toute l'entreprise pour avoir un moment. Voilà, il y a certains fonctionnements qu'on met en place qui font que c'est très agréable d'y travailler. Voilà. Moi je dirais c'est dur à dire parce que c'est complexe une entreprise et que même dans les grandes entreprises il n'y a pas tout qui est mauvais. Hein. C'est juste que ouais, le fond de pourquoi on existe en fait, la question se pose très rarement dans les grandes boîtes. C'est-à-dire on est encore dans cette notion, on a un produit, on le vend, on maximise le profit, merci, au revoir. Et que par exemple, pour pas les nommer, pour avoir travaillé avec eux dans l'aviation, le rêve de voler,
il était extraordinaire. Voilà, et ça disparaît un petit peu. C'est-à-dire, ouais, maintenant ça devient quelque chose qui est beaucoup plus difficile, avec une optimisation des ressources, des profits à outrance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a, voilà, il y a une limite aussi. Voilà. Et surtout aussi, d'après moi, on demande une performance constante, c'est-à-dire il y a une forme d'exigence constante, alors que dans la nature humaine et dans la nature, il y a des cycles. Et que pour être au top niveau, il faut avoir des moments où on est en repos, où on ne fait rien. Et moi j'intègre ça même dans ma semaine. Quand je sens qu'il y a des journées ou des demi-journées où soit je me force à faire des trucs, soit je m'écoute, je stoppe, je récupère, je m'assois sur un banc, je souffle un coup, voilà, et je sais qu'après ça repart. Voilà. Et ce genre de fonctionnement, c'est très présent dans les entreprises. Du coup, on est obligé de faire telle heure avec telle exigence constante. Et même si on n'est pas motivé, on n'a pas d'idée, ben, on va remplir quoi. On va faire semblant de faire des trucs. Ouais, ça n'a aucun sens. Les grandes entreprises, c'est très compliqué parce que c'est très complexe. Hein. C'est des milliers de salariés, c'est très très complexe. Mais c'est le changement de mentalité de dire c'est pas uniquement tout le monde qui bosse pour l'entreprise, mais si l'entreprise était là pour quelqu'un, quelque chose, déjà de changer cette façon, même dans le management, ouais, donc notamment par exemple j'ai mon frère qui travaille dans une grande boîte qui fait ça, qui vraiment se voit en tant que manager de se mettre au service de l'équipe, bah, il a de très très bons résultats. Hein. Très très bons résultats. Et pas l'inverse qui est de l'équipe travaille pour moi pour que je puisse montrer que je suis le meilleur manager avec les meilleurs résultats à atteindre. Alors je vais vous donner même un youtubeur, des entrepreneurs que je suis pas mal. Où, encore une fois, je suis vraiment pas d'accord avec tout, mais il y a des choses très intéressantes. Il y a une fois un youtubeur américain entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk, Gary V, je ne sais pas si vous le connaissez, à regarder. Donc lui il s'en fout de l'écologie, donc c'est pour ça que je dis je suis pas d'accord avec tout, mais sur la façon de monter des business il est très très fort. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Permaculture, regardez ça, inspirez-vous. En fait moi je dis toujours, même si on est dans une entreprise, allez voir dans des trucs complètement différents qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, parce que vous allez toujours apprendre quelque chose qui peut se transférer. Ouais, je sais pas, allez travailler avec des animaux et regardez, par exemple, moi j'ai fait du travail avec des chevaux, pas longtemps, j'ai fait une séance, mais ce que ça m'a appris sur mon leadership, c'est incroyable, parce que le cheval, si vous lui faites peur, c'est fini, si vous êtes pas, si vous avez peur, c'est fini, donc c'est un travail extraordinaire qu'on peut faire, ouais, et ça vaut 20 jours de formation en management, hein. C'est comme au lieu prenez une graine sur votre balcon, dites-vous je vais planter 5 tomates et je vais voir ce que ça donne et qu'est-ce qui se passe quand je suis responsable, je dois prendre soin d'un être vivant. Voilà. Et au final, et après, c'est pas la graine, mais c'est un salarié qui arrive dans votre équipe, pareil. Vous ne pouvez pas lui imposer quoi faire, vous ne pouvez pas juste lui dire il faut que tu pousses comme ça, non. Vous pouvez faire attention qu'il ne se prenne pas de l'eau ou du vent parce qu'il est encore fragile et qu'il doit d'abord connaître son environnement avant que voilà, il soit bien ancré. Mais après, il faut l'aider juste à pousser comme il pousse, quoi. Je ne suis pas vegan, je suis végétarien, sauf quelques très rares exceptions qui sont plus liées aussi à un contexte. Ouais, de temps en temps, je me retrouve dans un resto avec des potentiels partenariats où bon, il y a rien, voilà, je mange. Moi, j'ai arrêté le gluten, par exemple, parce que je sens que ça me fatigue beaucoup. Je suis pas intolérant, mais justement, si je l'évite, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc, en fait, je suis pas quelque chose, je suis à l'écoute de mon corps, du mieux que je peux. Et donc, du coup, il y a certaines choses que j'ai remarqué que j'évite parce que je vais mieux. Et peut-être c'est végétarien, vegan, flexi, voilà. C'est pas l'important pour moi, c'est pas d'afficher je suis ça, c'est de me sentir mieux
dans mon corps et sentir que voilà. Et étonnamment, c'est plus respectueux de moi-même et aussi de la nature. Parce qu'il y a certaines choses qui sont aberrantes, quoi. La consommation de viande tous les jours, 2 fois, il n'y a pas de discussion, il faut stop, quoi. C'est pas tenable, quoi, à grande échelle. Ouais. Ça ne veut pas dire arrêter. On peut très bien consommer local pour X raisons. Il y a, voilà, moi, chacun ses choix de vie. Après, on ne va pas rentrer dans les débats de souffrance animale parce que là encore, voilà, je suis plus du côté des véganes, en effet. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, il est important, je crois, d'arrêter d'être dans un certain extrême de surconsommation. Plastique, faut arrêter, quoi. Après, oui, ça m'arrive d'avoir un gobelet en plastique parce que voilà, je pourrais dire non et tout ça. De temps en temps, je fais pas. Oui, je suis pas parfait, je suis en chemin comme tout le monde. Et ça, c'est extrêmement important. C'est de voir que le plus important, c'est la volonté suivie par de l'action. C'est pas de dire je suis arrivé, parce que personne n'est arrivé, personne ne sera arrivé. Parce qu'au bout, il y a une chose, c'est la mort. Ça, on le sait. Mais tout le reste, c'est un chemin. En fait, c'est étonnant à quel point le corps vous dit de ce dont vous avez besoin si vous êtes à l'écoute. C'est vraiment étonnant. Hein. C'est que maintenant, quand je fais les courses, souvent, alors forcément c'est bio, mais c'est plus, je suis là, je sais pas trop, et de temps en temps je prends des trucs, et de temps en temps je prends des trucs, mais pourquoi ça maintenant? Bon, pourquoi pas, ouais. Parce que ce qu'on consomme change notre énergie. Ouais. Et c'est pas spirituellement perché, c'est que si tu bois de l'alcool, ça change ton état. On est bien d'accord. Voilà. Si tu manges quelque chose de très lourd, ça change ton état, tu es fatigué. Donc l'alimentation change notre état. Et que on peut le voir vraiment comme on peut jouer avec. On peut au fur et à mesure comprendre que certaines choses te font du bien, certaines choses permettent de couper un peu la tête parce qu'on est tellement en train de réfléchir tout le temps qu'on est coupé de notre corps. Donc il y a certains aliments qui permettent de revenir dans le corps. Voilà, tout ça, après, voilà. Intéressez-vous à l'Ayurveda, par exemple. Là, on parle beaucoup alimentation. Voilà, il y a plein de... Tous ces enseignements, toute cette sagesse, elle est dehors, là. C'est juste qu'on n'enseigne plus. Et qu'il y a des cultures millénaires qui savent tout ça, en fait. Moi, la meilleure façon, truc que j'ai trouvé, c'est d'être exemplaire, voilà, d'avoir le courage de dire, moi, je fais ça. Voilà. J'ai rencontré une jeune youtubeuse, elle a fait une chaîne sur le véganisme dans une famille de bouchers. Voilà, elle ne demande pas à toute sa famille de changer, mais elle ne s'interdit pas non plus de porter ce qui lui est important pour elle. Et il faut le faire, hein. Il faut avoir le truc, quoi. La difficulté, c'est que moi, je suis pas très optimiste de nature, en fait. Par contre, tous les jours, je dis toujours, je rencontre des gens qui me prouvent l'inverse. Donc, je crois qu'on est arrivé à un point où si on se bouge pas, si on change pas certaines choses de façon rapide et à grande échelle, on va se prendre une sacrée claque. Voilà. Et moins on aura changé à l'avance, donc moins on aura décidé de vivre avec moins et d'être heureux quand même, plus il y en a certains qui vont se la prendre la claque. Et ce qui risque de se passer, c'est que il y en a certains qui ont les moyens qui continueront à très bien vivre, mais par contre que d'autres ça va être de plus en plus dur, et on le voit déjà actuellement, qu'au bout d'un certain temps, ils se révoltent, quoi. Ils disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'après moi, après on peut discuter la façon de comment, ça c'est encore un autre débat, mais d'après moi c'est hyper important d'écouter ça. D'écouter ça et de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que si à un certain niveau, notamment politique, on ne change pas, on n'est pas prêt à... il y a quelque chose qui va faire changer. Et tristement, ça, on le voit déjà, ça peut, quand les gens sont désespérés et qu'ils ne voient plus d'autres solutions, quand la parole ne prend plus, c'est là que la violence arrive. Donc là, le signe de violence, c'est aussi parce qu'à un moment donné, la parole, voilà. Et d'après moi, ceux qui ont la responsabilité de vraiment chercher un échange avec la parole, c'est d'abord ceux qui ont l'éducation, qui vont bien. Voilà, c'est eux qui ont le luxe et aussi la capacité intellectuelle de se mettre en empathie. Voilà.
Quand vous avez des préoccupations financières et tout ça, et que quelqu'un vous dit « écoutez, on va… » Non, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment un réalisme à avoir. Il ne faut pas forcément être dans un côté très négatif, mais par contre, d'après moi, si on ne devient pas réaliste et dit « maintenant, on a une opportunité, on peut encore sauver certaines choses et on peut construire vraiment un monde de demain qui, pour beaucoup, va être mieux, pour certains, va être un peu moins bien, parce que voilà, il faudrait que les choses changent. On risque d'avoir des surprises. Voilà. Donc, et personne ne peut les prédire, mais rien qu'au niveau catastrophes naturelles, de ce qui se passe dans certaines parties du monde, désertification dans certains pays, c'est dramatique. Hein. Exploitation des terres par des multinationales comme en Indonésie ou au Madagascar, c'est pas joli à voir. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de grandir, de devenir adultes un petit peu et de prendre la responsabilité pour l'écosystème, pour les gens, pour le vivant. Et qu'il faut qu'on arrête avec le lobbying pour enrichir notamment les entreprises. Je veux dire, voilà, il y a des limites à une certaine richesse qui ne sert à rien, quoi. Donc une certaine aberration. Et je crois tout le monde est OK de dire qu'il y aura toujours certains qui auront plus que d'autres, ça ne changera pas. Mais au point de détruire notre planète, c'est chiant, quoi. Voilà. Tout simplement, arrêtons là, soyons sérieux, arrêtons et disons, bon, maintenant, il y a des choses qui doivent changer, voire s'arrêter. Et on va on va remonter les manches pour que s'il y a certaines boîtes qui doivent disparaître parce que l'activité n'est plus adaptée, on se bouge voilà, pour que ces personnes, on les prenne en charge, on les aide à trouver un autre travail, qui est un vrai un truc collectif de dire ensemble on va y arriver, ensemble il y a quelque chose à faire. Et que c'est pas parce qu'une entreprise disparaît que c'est fini, au contraire on va vraiment tout faire, pas parce que vous n'avez pas fait du bon travail, juste parce que l'activité n'a plus de sens dans le monde de demain. Voilà. Et que si on avait cette solidarité vraiment, et de dire ok, on met les moyens, on va, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes aussi à dire ok, ça marche plus, allez, on avance. Voilà. Voilà, il faut qu'on change le modèle agricole, mettons les moyens, mince, on sait comment faire. Voilà, et je veux dire, ce qui se passe chez les agriculteurs, c'est dramatique, il y a une souffrance terrible. Parce que c'est des gens qui peuvent plus, ils sont dans le 16e, ils peuvent plus prendre soin de la terre. Alors, objectif, continuer à être sur le chemin, voilà, et me laisser surprendre, et j'espère planter beaucoup d'arbres. Faites-vous confiance. Voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance, vous savez bien plus que toute autre personne ce qui est bien pour vous, parce que personne n'est à votre place, personne n'est dans votre corps, personne n'est dans votre peau. Donc par moment, enlevez un peu tout ce que peuvent dire les gens sur ce que vous devriez être ou devriez faire, écoutez-vous. C'est maintenant que vous pouvez essayer, tenter, arrêter une année, continuer ça, redémarrer les études. Je veux dire, il y a encore tellement de chemin devant vous. Si vous sentez que le monde dans lequel on est, il a besoin de bouger, voilà, il y a plein d'acteurs qui sont en train. Cherchez-les, rapprochez-vous de ces acteurs-là, faites des stages, découvrez. Ne vous mettez pas la pression de devoir avoir créé l'entreprise au bout de 2 ans et de sauver le monde, non, on s'en fout. Prenez le temps de vraiment sentir que vous vous sentez utile et juste à un endroit. Et puis go, et faites confiance, la vie elle va vous l'apporter. Et faites confiance que les autres aussi vont vous soutenir dans ce chemin. Le Ferdinand 18 ans, encore ça c'est encore toute une autre histoire. C'est peut-être plus le Ferdinand à 17-18 ans, il a vraiment essayé de correspondre notamment à ce que les hommes doivent souvent être, forts, costauds, voilà, et que j'ai fermé les yeux sur ma sensibilité, sur une énergie féminine que chaque homme a en soi, et du coup j'étais coupé en deux. C'est-à-dire il y a une part de moi qui se réalisait, mais une autre qui était complètement asséchée. Et qui est aussi liée au côté spirituel, c'est-à-dire à la fois être dans de la matière, mais aussi dans quelque chose qui est connecté à quelque chose de bien plus grand.
Et plus grand, ça peut être juste être conscient de qu'on fait partie de la Terre et qu'on est tous connectés à un certain niveau. Voilà, et de dire tout simplement, voilà, n'aie pas peur de t'ouvrir à ça, quoi. Voilà, il y a de belles choses à découvrir. Et surtout aussi que tu n'as pas besoin de faire tout avant 30 ans. Moi, j'avais une pression énorme de devoir être je sais pas quoi avant 30 ans et de dire écoute, doucement, calme. Voilà. Et que vis un peu plus ta vie, ça peut être pas mal. J'ai eu un rêve dans ma vie, c'était jouer au Stade Toulousain. Je l'ai réalisé. Voilà. Et c'est incroyable parce que j'étais un petit joueur dans un club en Allemagne et j'avais ce rêve. Moi, mon défi, c'est d'accepter la réalité. C'est pas de rêver. Rêver, c'est simple. Accepter ce qui se passe par moment là dehors, c'est beaucoup plus dur. Et pour moi, c'est ça qui est important là, c'est de ne pas fuir la réalité et à chaque moment de faire un geste qui me semble juste. Et du coup, j'ai pas besoin de m'inquiéter sur mon rêve, c'est que ça va se réaliser. Voilà, ce qui doit se réaliser va se réaliser. Et après, vu que moi, mon rêve, c'était le rugby, ben, si vous avez des rêves, faites confiance à la vie. Si vous y croyez, ça se réalise. Hein. C'est effrayant, en fait. C'est plus ça qui est effrayant. C'est pas de ne pas le vivre, c'est de le vivre qui est effrayant. Parce que d'un coup, oulala, ça peut vous plonger en dehors de votre zone de confort d'une façon surprenante. Donc, voilà. Différentes raisons. Blessures, pas d'accord avec la performance à tout prix. Pour moi, le très haut niveau, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un état d'esprit. Et que je l'ai vécu pas assez. Donc, notamment avec des expériences dans certains clubs qui se sont très très mal passés. Au niveau management, c'était catastrophique. Et ça m'a profondément dégoûté du sport de haut niveau. Et qui a fait qu'à un moment donné, j'ai dit j'ai besoin de passer à autre chose. Mais le rugby en lui-même, un très bon sport et ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de découvrir et d'accepter aussi la violence que je peux avoir en moi. D'après moi, notamment les hommes, ça aiderait beaucoup s'ils ne nient pas cette partie-là, ce côté un peu qui peut être brutal et violent, mais s'ils l'apprivoisent et s'ils savent l'accueillir, il y a justement que ça sorte pas d'un coup face à notamment des personnes plus vulnérables, quoi. Ouais.